Salut à tous, bienvenue sur Memento Metallum, la chaîne qui vous parle de Doom, de Stoner et de Sludge Metal. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui n'a d'égal que l'univers auquel il a donné naissance. J'ai nommé Black Sabbath. Black Sabbath, c'est Tony Iommi à la guitare, Bill Ward à la batterie, Terence Geezer Butler à la basse et John Michael Ozzy Osbourne au chant. On est en 68. Tony Iommi et Bill Ward ont un groupe qui se prénomme Mythologic. Ozzy Osbourne et Butler sont de leur côté, avec un groupe qui s'appelle Rarebreed. Les deux groupes respectifs ne donnent pas grand-chose, ils vivotent, ils jouent différentes dates dans des bars, des pubs. C'est en automne 68 que les choses vont évoluer. Tony Iommi découvre une annonce au Rinway Music à Ashton, quartier dans lequel tous nos quatre compères vivent. Annonce postée par Ozzy Osbourne lui-même, cherchant des musiciens pour monter un nouveau groupe. Les quatre membres de Black Sabbath ont toujours été un peu nébuleux sur la manière dont les choses se sont montées entre eux. À première approche, Tony Iommi ne voulait pas jouer avec Ozzy Osbourne. Ozzy qui signifie pitre et qui était en fait son surnom de lycée. Pour cette raison de manque de sérieux, Tony était réticent au début. Mais finalement, il fonde The Polka Tulk Blues Band, un nom à rallonge pour un groupe qui tire son nom d'une marque de talc, et qui split finalement en septembre 68. C'est fin septembre que nos quatre compères se remettent ensemble et fondent Earth Blues, qui deviendra ensuite Earth. Earth va finalement lancer la carrière de nos quatre compères. Il remplace Jethro Tull à un concert à Stafford, où les Tulls n'ont pas pu venir pour des questions de panne mécanique de leur camtar. Tony Iommi joue à ce concert et Ian Anderson le remarque. Ian Anderson, leader des Tulls, vient tout simplement lui demander de participer à un des albums des Tulls. Chose que Tony Iommi accepte. Il participe donc à un des albums des Tulls sur cette période de novembre-décembre 68. Puis le 11 décembre 68, il participe avec Jethro Tull et avec les Rolling Stones au Rolling Stone Rock'n'Roll Circus. Gros concert filmé par la BBC et rediffusé ensuite sur les ondes. Tony Iommi ne se sent pas bien au sein de la composition de Jethro Tull. Il décide donc de revenir le 21 décembre 68 au sein de Earth. Et il revient avec le bagage de ce qu'il a appris, de comment fonctionne Jethro Tull, la manière dont un grand groupe tourne et s'organise, notamment au niveau des répétitions, au niveau des concerts, de ses agendas. Et c'est donc avec ce bagage-là que Tony Iommi revient dans Earth. Earth décide donc de changer de nom, pour plusieurs raisons. La première est technique. Earth est déjà le nom d'un groupe de R&B signé à l'époque sur le label Tamla Motown. Et la deuxième raison est que le groupe découvre qu'un nouveau type de cinéma est en plein essor à cette même époque, le cinéma d'horreur. Et Ozzy propose qu'ils deviennent une sorte de bande-son de l'horreur. Ils tirent donc leur nom d'un film sorti en 1963 de Mario Bava, Black Sabbath, avec en personnage principal Boris Karloff. En janvier 69, Jim Simpson organise un certain nombre de dates pour Black Sabbath. Ils repartent en tournée et retournent notamment à Hambourg, au Star Club. C'est là-bas que naîtra notamment les titres The Rebel et Thomas Jam. Thomas Jam est le premier titre dans lequel on entendra, en fin, toute fin de titre, le riff si spécifique de Black Sabbath. Un triton.
son de Black Sabbath. Il s'agit à la fois un palliatif au handicap de Tony, mais aussi une vraie recherche de son entre Geezer et Iommi. Concernant le palliatif au handicap de Tony, en 1965, celui-ci s'est vu sectionner 2 phalanges de sa main droite. Étant un guitariste gaucher, il joue les accords de sa main droite. Il devait donc trouver des techniques pour pouvoir continuer à jouer. Les power chords qu'il utilisait étant plus compliqués, il se plaçait des petits bouts de cuir au bout des doigts qu'il collait. Il a dû remplacer ces cordes pour des tirants plus faibles, des 0,11 et des 0,12 par exemple, qui sont des cordes de banjo pour l'époque. Il remplace aussi sa corde de gros mi et la remplace par une corde de la. Toutes ces techniques font que Tony doit faire très attention à l'accordage qu'il utilise, se réaccorder sa guitare très souvent, et surtout, il se retrouve un demi-ton, voire même un ton en dessous. À l'époque, Tony joue sur une Stratocaster, une guitare connue pour ses micros en simple bobinage, mais qui encaisse très très mal le high gain sur lequel il souhaite jouer. Le high gain est issu des typologies d'amplis que Tony et Geezer Butler utilisent. Ils utilisent aussi une égalisation en V. L'égalisation en V consiste tout simplement à augmenter au maximum les basses et les aigus et à creuser au maximum, voire même atteindre les zéros sur les fréquences moyennes. Cela a pour effet d'augmenter la puissance et la lourdeur du son. Afin de continuer dans cette recherche musicale, Tony fait l'acquisition d'une Dallas Rangemaster. Il s'agit d'un overdrive, une distorsion en fait qui va dans le même sens que le high gain, mais qui cette fois-ci se développe comme un treble boost sur les notes aiguës. Par cette alliance de gros amplis et pédales de distorsion overdrive, cela lui permet d'avoir à la fois des power chords très puissantes, comme par exemple dans le triton de Black Sabbath, et à la fois d'avoir des notes aiguës qui ressortent vraiment du mix et qui peuvent du coup apporter ce côté, lorsqu'elles sont bien choisies, de lugubre. Butler de son côté n'est pas en reste. Il n'est pas comme les bassistes habituels à aller jouer sa propre ligne de basse. Il joue très très régulièrement à l'unisson avec Tony Iommi, ce qui lui permet d'alourdir encore plus le son, de leur donner à la fois cette phrase très fuzz finalement à la guitare et la lourdeur de la basse. Il est aussi qualifié comme l'un des premiers bassistes à utiliser des pédales à d'effet. On le remarquera d'ailleurs dès leur premier album, sur le titre NIB, dont l'introduction est jouée à la basse avec une pédale wah-wah, pédale qu'il aura empruntée à l'époque à Tony. Entre janvier 69 et août 69, Black Sabbath repart en tournée, cette fois sous le nom de Black Sabbath. Ils oscillent entre Birmingham, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Europe. Le nouveau point de basculement fut septembre-octobre, novembre 1969. Black Sabbath rentre à Birmingham, mais ils ont du mal à signer. Ils galèrent à trouver un label, galèrent à trouver quelqu'un qui veuille bien les signer pour à minima un EP, 1 ou 2 titres. Et ils trouvent finalement de l'aide auprès de Tony Hall, un DJ, qui enregistre pour eux Evil Woman, une reprise de The Crows, groupe américain. Grâce à cette EP, ils signent chez Fontana, qui deviendra ensuite Vertigo, label que l'on retrouve sur les premiers albums de Black Sabbath. Chez Vertigo, Fontana, ils sortent The Rebel et The Wizard, titres ô combien exceptionnel de l'album Black Sabbath, commençant par son harmonica sombre, accompagné de Tony Iommi à la guitare. En décembre 69, après un passage à la télévision dans une émission Top Gear, Black Sabbath se fait détecter et donc se voit offert à chaque membre 500 livres pour l'enregistrement de l'album.
Cet album, il va être compliqué à mettre en place, puisque d'une part, ils ont du mal à mettre la main sur un technicien, et surtout les conditions dans lesquelles ils enregistrent sont spartiates. C'est Robert Bain, au Regent Sound Studio, qui va procéder à leur enregistrement. Tony, avec ses 500 livres, s'était procuré une toute nouvelle Gibson SG sortie en 1961. Celui-ci a eu du flair, puisque, en plus des conditions spartiates, salle minuscule, batterie juste à côté du mur, à l'époque, Ozzy est obligé de chanter dans ce qui ressemble quasiment à un placard. Pendant cette séance d'enregistrement, la Strat de Tony Iommi le lâche, l'électronique le lâche, et donc du coup, l'enregistrement de la suite se fera sur sa Gibson SG nouvellement acquise. En 12 heures de travail, une journée, l'album est dans la boîte, sur un vieil enregistreur 4 bandes, et dès le lendemain, Black Sabbath repart en tournée. En janvier 1970, Black Sabbath revient à Birmingham et découvre l'album finalisé Black Sabbath, Black Sabbath, au domicile de Jim Simpson. C'est Jim qui a tout géré. En effet, l'artwork avec le moulin de Maple Durham et la femme, illustre inconnu que aujourd'hui on ne sait toujours pas qui est-ce, a été entièrement décidé par Jim. Le cover plaît au groupe. L'intérieur du gatefold, un peu moins. Tony Iommi et Geezer d'ailleurs font quelques remontrances à propos de la croix renversée, et Ozzy adorera de suite, tout en se cachant à l'époque qu'il ne savait pas que c'était un signe satanique. Néanmoins, les presses sont déjà en route, tout est parti. L'album sort donc le 13 février 1970. Il est mal reçu par les critiques. Lester Banks de Rolling Stone Magazine en dira même, et je le cite, que c'est une improvisation dissonante aux guitares effroyablement rapides qui envahissent le périmètre musical sans jamais être synchronisé avec le reste. Et il dira même que Black Sabbath, parlant de l'album, est une daube. Une daube donc classée 8e dans les charts anglais, restée 42 semaines dans cette charte, et 23e aux États-Unis. Je dois dire que pour ma part, je ne fais pas des daubes aussi bonnes. Bref, l'album est aujourd'hui considéré comme une pierre angulaire du heavy metal et a donné aussi naissance à des courants musicaux tels que le doom metal, caractéristique par son rythme lent et sa puissance, sa gutturalité, sa lugubrité, même si on peut dire. Vous pourrez trouver évidemment des albums de cover entiers de Black Sabbath, en jazz, en black metal, voire même en pop, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de Memento Metallium. Je vous invite à la partager, la liker, à commenter si vous avez aimé, pas aimé. Et pour vous remercier, une dernière anecdote. En août 1969, septembre 1969, alors que Black Sabbath est à Hambourg, ils sont payés en saucisses et en lait et en pain. Ils gagnent très très peu. Pour Butler, c'est un problème, évidemment, parce qu'il est végétarien. Donc, se nourrir de pain n'apporte pas forcément les 7 fruits et légumes par jour. Par conséquent, il trouve un subterfuge. Tony Iommi essaye de ramener les groupies du groupe dans leur chambre, pendant que les 3 autres comparses du groupe fouillent dans le sac de la demoiselle pour en soutirer un peu d'argent. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo où je vous parlerai de l'album lui-même Black Sabbath, titre par titre, afin d'en tirer toute sa quintessence. Salut à vous!